Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour notre screen. L'Allemagne, si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, j'enlève pharmaceutique. Qui se négocie. Il y en a beaucoup de... On va se mettre en critère de... passer plus de temps. Ici, le nom. Ça c'est un peu moins pertinent. Deep value également. L'endettement du groupe. Le payout ratio. Alors K plus S. Dans la potasse, plutôt fertilisant en fait, fertilisant et sel, donc quand même plutôt minière, hein, industrie extractive. On a 2,8 milliards de dollars de market cap, une croissance en rythme annualisé sur 5 ans, ça c'est pas mal, ça inclut la période d'inflation des matières premières sur les années 2022-2023, donc c'est pour ça qu'il y a une forte croissance, mais sinon en fait sur 10 ans on est en décroissance, donc là c'est plutôt exceptionnel ces derniers temps. Une valorisation en valeur d'entreprise sur EBITDA à 6,1, mais on a des bénéfices négatifs. Ça, c'est que comptable, puisque les free cash flow sont positifs, mais on a un price to free cash flow à 31,7. Ici, on est sur des dossiers plutôt décote sur actifs tangibles, donc c'est pas très grave d'avoir des multiples qui sont élevés en termes de free cash flow ou en termes de price earning. Ce qui nous importe, c'est plutôt d'avoir une marge de sécurité sur les actifs de la boîte. On a bien ici des actifs tangibles en plus, on a 60% de décote par rapport. Il y a vraiment des capitaux investis qui est négatif. Et en fait des pertes opérationnellement, mais on a un EBITDA qui est positif, vu que la VE sur l'EBITDA est positive. Donc en fait les problèmes se passent dans le bas du tableau de compte des résultats. Donc il y a peut-être de la dette qui est importante, mais même pas, vu qu'on est quasiment cash net sur ce dossier. Donc il doit y avoir des dépréciations. Voilà. Ça impacte le résultat net. Il y a un peu de free cash flow. Donc peut-être qu'il y a une dépense en capital élevée, il faut aller voir sur le dossier. Mais sinon, petit rendement du dividende à 1% et un rendement actionnaire à 4,7%. Ça c'est bien. Hein. Quand vous avez des rachats d'actions, comme ce qui est indiqué ici, ça permet de revenir à la valeur des capitaux propres. Et c'est ce qu'il faut. Hein. Quand on a une décote sur actifs tangibles ou une décote sur capitaux propres tangibles, c'est la même chose. Il faut racheter des actions pour redresser la valorisation, puisque en fait on est décoté, voire ultra décoté. Donc en fait c'est un petit dossier, bon c'est cyclique, hein, mais à mon avis c'est pas si mal. Il faut uniquement clarifier si ça c'est une perte due à de l'exceptionnel, si les free cash flow quel est le niveau structurel des free cash flow. C'est ça le plus important à mon avis sur ce dossier. Donc pourquoi pas aller creuser en détail. Ensuite, Salzgitter, on est sur l'industrie plutôt sidérurgique, hein, une sorte de ArcelorMittal allemand. On est sur 1,3 milliard de market cap, 3,2% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a une petite croissance quand même. 1,2 sur 10 ans. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on n'est pas cher payé, hein, 3,7 fois. Et il n'y a ni free cash flow, ni bénéfices. L'analyste prévoit un retour à la croissance des bénéfices, un retour à des bénéfices positifs l'année suivante, sur les 12 prochains mois. Donc, bon, pareil, hein,
là, ce genre de dossier, ça fait des pertes à court terme, mais il y a 70% de décote sur actifs tangibles. Alors, sur le marché de l'acier, c'est un marché que je suis un petit peu grâce à mon exposition à Jacquet Metals. C'est la même chose. Tous les acteurs, ils sont en bas de cycle. On a ArcelorMittal aussi qui ferme des donc, ils font des pertes. Le cycle on est en bas de cycle, mais il y a certains acteurs qui s'en sortent très bien. Typiquement, Jacquet Metals s'en sort très bien. Acerinox aussi s'en sort pas mal. Bon, Salzgitter, c'est un peu plus difficile apparemment. Ils font toutefois, bon, il y a un résultat, il y a quand même un EBITDA positif. Donc en fait, bon, c'est des pertes comptables, il y a des problèmes de free cash flow. Je pense que c'est quand même, on est sur le bas de cycle, on est sur un bas de cycle, et vous avez une énorme décote par rapport aux actifs tangibles. Pas beaucoup de dettes en plus au bilan, 0,5 fois l'EBITDA en dette nette, donc ça c'est bien. Il verse un dividende, mais il devrait peut-être pas, vu qu'il est versé à crédit. Et un peu de rachat d'actions à 2% de rendement de l'actionnaire. Donc voilà, ça, c'est le genre de dossier, il faut avoir le bon timing, mais en fait il y a tellement de décotes par rapport aux actifs tangibles, même par rapport à la valeur d'entreprise sur EBITDA, que même si on rate un peu son timing, on a peu de chances que ça aille beaucoup plus bas. Donc là, c'est plutôt un coup d'opportunité qu'on aurait sur ce genre de dossier, en attendant que ça se redresse. Et puis si jamais le marché se retourne et que la boîte redécolle, et que le cours reste bloqué, le management pourra toujours racheter des actions pour revenir à la valeur des actifs tangibles. C'est ce qu'a fait Jacquet Metals sur l'année 2024. Le management a racheté continuellement des actions. Et on n'est toujours pas aux actifs tangibles, malgré ces rachats d'actions. On continue avec Siltronic. On est sur une société qui fait des wafers pour l'industrie des semi-conducteurs. Donc c'est les galettes en fait de silicium sur lesquelles on va venir fondre les semi-conducteurs. On est sur 1,2 milliard de market cap, 2,1% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Ça a un peu faibli par rapport à la croissance sur 10 ans qui était à 5,3%. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on n'est pas très cher payé. On est à 6,4. Free cash flow négatif. Le price earning, il est à 18. Donc là, je pense que c'est surtout parce qu'on a des bénéfices qui sont ponctuellement bas. Les semi-conducteurs, on est aussi un peu en bas de cycle. Donc c'est un peu la même histoire que sur l'acier. Vous avez 40% de décote sur actifs tangibles. Donc coût taux investi qui est à 2,4%. Évidemment. Toujours pareil aussi. Ici, vous avez des décotes sur actifs tangibles ou des décotes sur capitaux propres tangibles, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a ces décotes-là ? Parce que les boîtes sont en souffrance. Et donc, forcément, vous voyez des rentabilités pourries. Et c'est pas grave. C'est un autre type d'investissement que l'investissement value, que l'investissement quality value. Là, c'est l'investissement dit value. On joue le redressement du multiple par rapport aux actifs tangibles. Donc, effectivement, vous allez tomber sur des dossiers qui, à première vue, ne sont pas très attractifs. Mais on a un potentiel supérieur de gain en jouant des réductions de décote, des fortes réductions de décote qu'en jouant des sociétés value quality. Et bon, après, pour ce qui est de la deep value, il y a des problèmes de timing, c'est sûr. Vous allez avoir des coûts d'opportunité parce que vous pouvez aller sur des actions qui ne font rien pendant un certain temps, le temps que le cycle se retourne. Parenthèse fermée. Donc, rendement des capitaux investis à 2,4%. Bon, voilà, moi ça mérite d'être positif. On a un peu de dette, un peu beaucoup de dette. 2,4 fois les l'EBITDA en dette nette, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. 0,6% de rendement du dividende et 3,2% de rendement de l'actionnaire. Il y a des rachats d'actions. Alors, bonne idée de racheter des actions, puisqu'on est décoté par rapport aux actifs tangibles. Maintenant, les free cash flows sont négatifs, donc le dividende a été versé à crédit. Donc, ça n'a pas de sens de verser un dividende à crédit si on n'a pas de free cash flow. Donc là, ce dossier, pareil, on est un peu endetté. C'est ça qui me fait tenir à l'écart de ce genre de dossier. Ensuite, Klöckner & Co, Trading Companies. Donc eux, ils font... ça, c'est le Jacquet Metal. C'est le Jacquet Metal allemand. Alors sauf que eux, ils font pas de l'acier spécial. Jacquet Metal, c'est plutôt de l'acier spécial. Eux, ils font plutôt de l'acier, j'ai l'impression, standard. Et d'autres métaux. Donc, on est sur 735 millions de dollars de market cap, 1% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Là, c'est pareil que sur le Salzgitter. L'acier, c'est hyper cyclique. Donc, en fait, une croissance annualisée une croissance à rythme annualisé, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. On a un multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA qui est à 20,3. Les bénéfices sont négatifs.
160 de price free cash flow, donc les free cash flow sont ridicules. Et on anticipe un retour au bénéfice l'année prochaine selon les prévisions des analystes. Mais ça, est-ce qu'on peut se fier à ces prévisions? J'en sais rien. En tout cas, on a 50% de décote par rapport aux actifs tangibles. C'est des multiples qui sont opportuns pour rentrer sur ce genre de dossier. Sur Jacquet Metals, c'est exactement la même chose. Il faut une décote pour rentrer sur les dossiers cycliques, même ultra cycliques comme cela. Il faut une décote sur actifs tangibles et des niveaux de price earning ou de price free cash flow qui sont au plafond. Alors idéalement, price earning qui est au plafond et price free cash flow qui est raisonnable. Ça veut dire que le management sait bien gérer ses stocks et arrive à liquider les stocks free cash flow. C'est ce qu'a fait Jacquet Metals. Kloeckner, à mon avis, c'est un peu moins qualitatif. Ils ont moins bien géré leur stock et donc du coup les free cash flow sont ridicules. Le fait qu'on fasse une perte, c'est pas terrible, mais c'est pas si grave que ça non plus. Ça reste comptable en fait. Si les free cash flow sont positifs, c'est pas. Donc 50% de décote sur actifs tangibles, rendement des capitaux investis négatifs, donc on fait des pertes. Attention que l'endettement est trop lourd sur ce groupe. On a 4,5 fois les EBITDA en dette nette. Ça c'est bien trop lourd, surtout pour une société cyclique. Donc danger sur cette boîte. 3,1% de rendement du dividende, ça sert à rien de verser un dividende vu qu'il est versé à crédit quand on fait des pertes. En plus, il y a un peu de dilution, on a 2,81 en rendement de l'actionnaire. Donc, plutôt à l'écart de ce dossier, mais surtout à cause de la dette. Pas forcément à cause des pertes, puisque en termes de free cash flow, on est positif et qu'on a une décote sur actifs tangibles. Mais on est trop endetté, malheureusement. Ensuite, HR, on est sur. Donc, on ferme ça. HR, c'est un conglomérat chimique. On est sur. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Chimie de spécialité, manufacture de pharmacie chimie à partir de pétrole. Bon, voilà. On est sur 158 millions de dollars de market cap, 4,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça réaccélère un petit peu parce qu'on était à 2,40% sur 10 ans. Valeur d'entreprise sur EBITDA à 4,3, donc ça c'est pas cher payé. Un price earning à 14,4, mais un price free cash flow à 2,2. Ça c'est vraiment pas très cher du tout. On arrive à bien générer des free cash flow sur cette boîte. On anticipe que les bénéfices augmentent sur les 12 prochains mois à 11 fois le price earning, ça c'est bien. Et vous avez 60% de décote sur le groupe, sur les actifs tangibles. Excellent. Rentabilité positive, ça c'est bien en plus. On arrive un peu à générer du résultat opérationnel avec un rendement des capitaux investis à 3,3%. Vous avez un peu de dette sur le dossier, 1,7 fois l'EBITDA, c'est rien de trop lourd non plus, ça reste raisonnable. 2,7% de rendement du dividende, 2,44% en rendement de l'actionnaire, donc il y a un peu de dilution. Le payout ratio est à 35%, mais vous avez des free cash flow qui sont 6 à 7 fois plus élevés que les bénéfices nets, donc vous avez le groupe a largement les moyens de cette rémunération de l'actionnaire. Il pourrait même racheter plus d'actions pour réduire la décote et pour réduire la dilution. Et voilà, conclusion de cette. Vous avez K plus S, c'est pas mal. Attention, free cash flow négatif, bénéfice net négatif. Donc ça peut-être que, si on n'avait qu'un des deux qui était négatif, ça serait moins grave. Si on n'avait que les bénéfices nets négatifs, ça serait moins grave. C'est pour ça que moi je préférerais, même pas Kloeckner, en fait ils sont trop endettés. Potentiellement Siltronic, pourquoi pas. Et HR, ça a l'air intéressant. Allez, à la limite, si on se restreint à deux, on prendrait K plus S et HR, qui m'ont l'air intéressants à placer en watchlist et à les creuser. J'espère que cette revue des entreprises Deep Value allemandes vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. A bientôt.